Hello maman et bienvenue sur Balance ton accouchement, le podcast qui recense les histoires d'accouchement, qu'elles se soient bien ou mal passées, car toute histoire mérite d'être entendue. Vous écouterez ici des parcours faciles ou difficiles, des expériences uniques et surtout de la bienveillance et de la sincérité. Alors que tu sois maman, maman, futur papa ou simplement intéressé par l'accouchement et par ce qu'il fait traverser aux femmes et aux hommes, tu es le bienvenu par ici. Moi, je suis Rebecca, maman de 2 enfants et complètement bouleversée par les accouchements et la maternité. Alors, sans plus attendre, voici le nouvel épisode du jour. Alors bonjour, merci à toi de me rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît en me donnant ton prénom, en me disant combien d'enfants tu as et quel âge ils ont ou il a, et puis en ajoutant tout ce que tu aurais envie. Alors, bonjour, je m'appelle Marine. J'ai un petit garçon qui a 2 ans et demi et je suis auxiliaire de puériculture de métier, actuellement accompagnante périnatale. Ok, très très belle reconversion, on en a besoin. Ok, alors première question que je pose à chaque fois et qui sera d'autant plus intéressante avec ton ancien métier. Est-ce que tu avais pensé accouchement dès le début de ta grossesse? C'est quelque chose qui te faisait peur, qui te donnait envie, que tu avais imaginé? Oui, je l'avais projeté déjà avant même d'être enceinte en fait, parce que comme je travaillais en maternité, j'ai vu beaucoup d'accouchements et c'est vrai que moi je me projetais plutôt sur un accouchement sans péridurale. euh, dans une volonté de que ce soit pas trop médicalisé, mais aussi parce que je savais que avoir une péridurale, ça voulait dire être installé sur le dos et plus bouger. Et en fait, cette position d'être allongé sur le dos, elle est déjà désagréable pour moi. D'une manière générale, je dors pas sur le dos, j'aime pas prendre des bains allongés sur le dos, j'aime pas rester Ok, immobile. Donc, voilà, je me suis dit que c'était pas ce que je voulais pour mon accouchement. d'accord. Oui, puis tu avais ce côté d'avoir peut-être vu des accouchements physio qui se passaient très bien et te dire c'est trop cool. Ouais, bien sûr. Ouais. Moi, je suis assez fascinée par ce que peut faire le corps humain et le corps de la femme, notamment. Donc, oui, oui, c'est ça. Ok. Bon, si on repart un petit peu du début, est-ce que tu te souviens du moment où vous avez lancé Projet Bébé? Oui, mais en fait, on s'est mariés en juillet 2021. Notre mariage avait été repoussé d'un an à cause du Covid. Et donc, une fois qu'on s'est mariés, en fait, le projet bébé, il était déjà là depuis un petit moment, mais on voulait attendre de se marier. Donc en fait, j'ai arrêté ma contraception à peu près au moment du mariage et je suis tombée enceinte 3 mois après. Pendant notre voyage de noces au Mexique, je m'en suis rendu compte là-bas. Voilà, j'ai fait un test de grossesse à l'autre bout de la planète qui m'a annoncé que on attendait ce bébé. Donc voilà, on était super contents. Ah, ça commence un peu dans l'idéal, bébé pour C'est le ça. mariage, pendant la lune de miel, tout ça. C'est ça, ouais. Non, c'était vraiment chouette. Ok, et comment se passe ton début de grossesse? Est-ce que tu as des symptômes particuliers? J'ai un peu de nausée, je suis surtout très fatiguée. Je travaillais de nuit à l'époque à l'hôpital, donc c'est vrai que déjà en travaillant de nuit, d'une manière générale, c'est fatigant, mais quand on est en début de grossesse, c'est épuisant. Donc j'étais vraiment fatiguée. En dehors de ça, j'avais pas d'autres symptômes, ça se passait plutôt bien. J'ai une grossesse qui s'est bien passée quand même dans l'ensemble. J'ai pas spécialement aimé être enceinte, j'avoue, parce que j'ai commencé ma grossesse, j'étais déjà en surpoids et j'étais pas bien dans mon corps. Donc en étant pas bien dans mon corps déjà avant grossesse, pendant la grossesse, ça s'est un petit peu amplifié. C'est pas spécialement un moment qui a été agréable pour moi, on va dire. Après, j'ai continué d'être active toute la grossesse. J'ai fait du sport jusqu'à 3 jours avant d'accoucher. Ok. Voilà, j'étais bien, mais pas. C'est pas un moment que j'ai. Il y en a qui rêvent d'être enceinte tout le temps. Moi, pas du tout. Ouais, t'as pas la passion d'être enceinte. Non. Ok. Mais du coup, sur le plan médical, tout se passait bien pour ton bébé. Oui, ça s'est bien passé. J'ai été arrêtée assez tôt dans ma grossesse, de par mon métier déjà, parce que Oui. c'est quand même assez intense. Et puis, mon bébé était jugé un peu petit.
Donc on m'a conseillé du repos, donc j'ai été arrêtée assez tôt, vers 23 semaines, je crois, quelque chose comme ça. Ok, ouais, quand même, t'avais quand même une bonne partie. Ouais. Ok. Du coup, est-ce que ça te laissait toute la place pour envisager ton projet d'accouchement en physio? Est-ce que tu avais Oui. élaboré un projet de naissance, tout ça? Non, j'avais pas élaboré de projet de naissance, tout simplement parce que j'avais peur que ça me porte la poisse. On a un petit peu tendance à voir que les femmes qui projettent beaucoup leur accouchement avec des choses très précises, généralement, ça tourne mal, souvent. Donc, en fait, je m'étais pas, comme j'accouchais là où je travaillais, j'avais confiance en mes collègues et mes collègues, je pense qu'elles savaient un petit peu aussi ce que je voulais. J'avais pas de projet précis. Mon projet, c'était d'accoucher sans péridurale. Il n'y avait rien Ok. d'extravagant dans ce que je voulais. Et puis voilà, je me disais juste que je savais ce que je voulais pas et je pensais que sur le moment, je saurais dire quand c'était trop pour moi, par exemple. Voilà. Chose qui, en fait, quand on est en plein accouchement, c'est pas vraiment le cas, mais voilà, je me projetais comme ça sur quelque chose de simple en me disant, bah voilà, je veux quelque chose le plus naturel possible, mais à la maternité, à l'hôpital quand même. Je m'étais projetée au départ qu'on appelle ça, un plateau technique. Au départ, c'était quelque chose que je voulais. Donc, avec ma sage-femme, en fait, le plateau technique, c'est quand on se rend à la maternité, qu'on accouche à la maternité, mais avec la sage-femme qui nous suit. Et Ok. ensuite, quelques heures après, on rentre à la maison. Au départ, je m'étais projetée là-dessus. Puis, pour diverses raisons personnelles, ça s'est pas fait finalement. Mais voilà, mon projet, c'était quand même d'accoucher sans péridurale. Voilà, simplement. J'avais pas d'autres questions spécifiques. Oui, accoucher sans péridurale avec les copines, entre guillemets, Voilà, c'est tout ça. se passe bien. C'est ça. Ok, d'accord. Et est-ce que tu avais suivi une préparation particulière pour ce projet? Le suivi classique avec ma sage-femme, qui avait fait des cours de préparation à l'accouchement, où mon mari était quand même présent, il était investi. Il était à l'écoute de ce que je voulais, même si ça lui faisait un peu peur parfois, quand on a expliqué les dernières étapes de l'accouchement, à quel point ça pouvait être intense. Voilà, il avait un peu peur de ça, mais sinon, il m'accompagnait dans mon projet et voilà, j'ai pas fait d'autres choses, d'autonomie, de choses comme ça. J'ai De fait juste. préparation mentale particulière pour pour Non. le projet physio? Non, c'était juste classique. Je me la suis faite à moi-même. Ouais. Après, tu avais l'avantage, entre guillemets, de te dire que tu savais comment ça allait se passer, contrairement à beaucoup de femmes qui, ça fait deux comment ça se passe un accouchement, toi, tu dois te dire, ça va, je sais comment ça va se passer. C'est ça. Je connais les étapes, je connais le déroulement, je sais l'intensité, je sais euh, voilà, les différentes phases. Donc, c'est quelque chose qui était assez naturel pour moi, on va dire. Ouais. Ok. Bon, du coup, si on avance un petit peu dans le temps et qu'on arrive à ton grand jour à toi, comment ça s'est passé? Alors, ton début de travail, d'accouchement. Bah déjà, en fait, à la toute fin de grossesse, j'avais une peur, c'est d'être déclenchée. Parce qu'en fait, le déclenchement dans la maternité où je travaille, c'est à 41 semaines plus 5 jours qu'on déclenche Ok. chez les femmes. Et à partir de 39 semaines, j'ai commencé à avoir cette peur. D'accord. J'ai commencé à avoir peur d'être déclenchée parce que qui dit déclenchement dit médicalisation et donc plus de risque d'avoir une cascade d'intervention voilà, qui fait que ça m'éloignait de mon projet d'accouchement physio. Donc j'avais cette peur-là. Et en fait, à- la veille de mon terme ou 2 jours avant mon terme, j'ai vu ma sage-femme, je lui ai demandé de me faire un décollement des membranes pour Ok. essayer de porter un peu le travail, chose qu'elle a faite. Et en fait, aujourd'hui, je regrette un petit peu. Je me dis peut-être que mon bébé était juste pas prêt et qu'on lui a forcé un peu la main. Euh, donc j'ai fait ce décollement des membranes et l'après-midi, j'ai fait une séance d'acupuncture aussi dans l'optique de déclencher. Ouais, tu mettais Et tout en œuvre, hein, fallait vraiment voilà, pas arriver. ouais, vraiment le déclenchement me faisait vraiment peur, alors que j'y étais pas encore, mais c'était une peur que j'avais.
Et donc, pendant la séance d'acupuncture, la sage-femme m'a posé un monitoring en même temps, parce que c'était une sage-femme acupunctrice. Et pendant le monitoring de la séance d'acupuncture, l'après-midi, j'avais déjà des contractions sur le monitoring. Ok. Donc, le décollement des membranes a quand même bien fait son travail. J'ai eu quand même des contractions. Et donc, ça a commencé comme ça, en fait. Dans la soirée, donc là, j'étais à 45. Euh, j'ai commencé à avoir des contractions. On était censé aller au cinéma avec mon mari. On a annulé. Euh, voilà, j'ai commencé à vomir, à avoir des contractions. Euh, donc je me suis dit, bon, bah ça y est, c'est le début. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une douche, je me suis lissé les cheveux en étant sur mon ballon parce que je me disais, non mais je peux pas avoir une tête affreuse pour le jour de mon accouchement parce que je sais que ça va être intense et que je vais déjà avoir l'air fatiguée. Donc si je peux avoir les cheveux lisses, c'est déjà bien. J'ai pensé à des choses futiles comme ça, mais ça m'a fait passer le temps en fait. Donc voilà, j'ai pris soin de moi et puis après, ben, dans la nuit, ça a continué les contractions. Mon mari m'a dit, bon, ben, je te laisse la chambre, fais ce que tu as à faire. Moi, je vais me reposer au salon, mais t'inquiète pas, je suis là, tu m'appelles si tu as besoin. Je prends même mon téléphone s'il faut, si je t'entends pas. Bon, ok. Et puis en fait, la nuit se passe comme ça. J'arrive pas du tout à dormir, mais les contractions, elles sont encore assez irrégulières. Euh, et elles sont de l'intensité moyenne. Enfin, c'est tout à fait gérable, mais ça m'empêche quand même de dormir. En fait, j'arrive pas à m'endormir malgré les contractions. Donc voilà, le temps passe et puis vers 4 heures du matin, je décide de reprendre une douche pour me soulager. Donc je suis un peu à quatre pattes dans ma douche parce que j'arrive pas à m'installer sur le dos. Comme je t'ai dit, c'est quelque chose qui est pas confortable pour moi. Donc je prends pas de bain et tout ça, je prends juste une douche où je me mets à quatre pattes dans la baignoire avec l'eau qui me coule sur le dos et je suis bien comme ça. Et en fait, là, je romps la poche des os. Je ronds dans la douche et là, je me dis, OK, bon, là, ça va commencer, le travail va commencer parce qu'une fois qu'on rompt la poche des os, le travail devient plus intense. Ouais. Donc, T'avais je me... l'idée d'attendre le plus possible chez toi, du coup, tu voulais vraiment Oui, arriver au dernier moment. c'est ça. Dernier moment, pas forcément, mais oui, j'espérais arriver avec un travail déjà avancé parce que de changer de lieu, en fait, fait sortir un petit peu de sa bulle et peut faire ralentir un peu le Oui, travail. Donc l'idée, c'était de faire le maximum à la maison et puis voilà, de finir le travail à la maternité. Mais voilà, l'idée, c'était de faire le maximum à la maison. Donc là, je me projette en me disant, bon, ça y est, j'ai rempli la poche des os. Là, on commence le vrai travail, quoi. Donc c'était 4h30 du matin que j'avais déjà ma petite nuit blanche derrière moi. Et, euh, et là, plus rien. En fait, j'ai plus de contraction. ok. C'est, c'est la pause. Je me dis, bon, je suis à l'envers des autres, qu'est-ce qui se passe? Donc j'essaye, en fait, je me dis, bon, ben, je vais en profiter pour me reposer un petit peu, vu que j'avais pas dormi. Donc j'essaye de sortir du bain, mais en même temps, j'avais rompu la poche des os et j'étais venue comme ça, enfin, j'avais juste enlevé ma culotte pour prendre ma douche. J'avais rien pour retenir les os parce j'avais vraiment beaucoup de liquide. Ouais. Je me suis dit, je veux pas en mettre partout dans la maison. Donc là, j'essaye d'appeler mon mari. Et en fait, il répond pas. Je l'entends ronfler dans le salon. On n'a pas un château, hein, c'est pas immense, mais il était à l'autre bout de la maison et en fait, il m'entendait pas l'appeler. Je me suis dit, je vais pas hurler, qu'il croit pas que c'est quelque chose, Une catastrophe, une ouais. catastrophe d'urgence, tout de suite, faut aller à l'hôpital, tout ça. Donc, mais quand même, au bout d'un moment, j'augmente le volume. Mais en fait, il se réveille toujours pas. Donc, j'essaie de l'appeler sur son téléphone. Je l'appelle. Et en fait, il décroche pas non plus. Ça le réveille pas, quoi. Il est vraiment dans un sommeil Ouais, il dort. profond. Dort bien. Je lui avais dit je gère, du coup il s'est dit bon, c'est bon, je vais dormir, quoi. Bah, tant bien que mal, j'arrive quand même à sortir de la baignoire, à me mettre des serviettes entre les jambes, etc. pour pas inonder toute ma maison. Et puis j'arrive à somnoler un petit peu. Et je sais pas, 1h30 après, quelque chose comme ça, là, les contractions deviennent plus intenses. Je décide finalement d'aller quand même réveiller mon mari vers, euh, vers 8h30 du matin. Donc j'ai quand même attendu un peu, hein, je l'ai laissé dormir. Je vais le réveiller en lui disant, bon là maintenant, j'ai envie de savoir où j'en suis, quoi. Je savais que j'étais pas en fin de travail parce que les sensations, elles Oui. étaient très intenses.
Mais en fait, je venais de passer une nuit blanche, j'en avais juste marre. Je voulais voir si c'était efficace, en fait, si le travail Ouais. avançait, si, voilà, où est-ce que j'en étais. Et en fait, à partir de ce moment où j'ai pris la décision d'aller à la maternité, ben en fait, je suis devenue un peu dans l'urgence de me dire, bon là, je veux savoir où j'en suis. Donc je dis à mon mari, bah, écoute, prépare-toi tranquillement. Je lui fais comprendre qu'il n'y a pas d'urgence, toujours, que ça va. Mais je lui dis, bon voilà, prépare-toi, on va y aller. Donc bah, comme je lui ai fait comprendre qu'il n'y avait pas d'urgence, il ne s'est pas préparé très rapidement. Il a pris son temps. Euh, donc au final, on s'est retrouvé à la maternité que vers 11 heures, sachant que j'ai un quart d'heure de trajet, même pas en voiture. Donc voilà, le Ok. trajet en voiture le plus long de ma vie, je crois, c'était horrible parce que je me suis pas mise dans une position confortable, je me suis juste assise, j'ai mis ma ceinture comme je faisais d'habitude, quoi. Donc le quart d'heure, 20 minutes là pour y aller, ça a été assez compliqué. Bref, et donc j'arrive à la maternité vers 11 heures. Je suis prise en charge par une sage-femme que je connais bien, que j'apprécie beaucoup. Donc, je suis super contente par rapport à ça. Et, euh, et là, donc elle me pose un monitoring, puis elle me dit, non, elle m'examine, et puis elle me dit, ah, bah c'est super, t'es à 3-4 cm, je sens que ça va aller vite. Bon, moi, j'y crois pas du tout. Je me dis, attends, je viens de me faire une nuit blanche, là, je suis à 3-4 cm, c'est bien, mais je me dis, moi, je vais pas accoucher avant la fin de la journée, c'est sûr, quoi. Je me suis dit, je vois pas pourquoi là, d'un coup, ça irait super vite, alors que depuis hier soir, j'ai des contractions et que Ouais. j'ai pas un stade très avancé, quoi. Mais bon, elle y croit, c'est déjà bien, il y en a une de nous deux qui y croit. Et là, elle me pose un monitoring, puis elle me dit, bah, je reviens dans 20 minutes, reste allongée comme ça. Donc, je me retrouve sur la table d'examen, sur le dos semi-allongé. Et là, je gère plus du tout. Comme je suis sortie un peu de ma bulle, les contractions, pour moi, elles deviennent moins gérables. Je suis vraiment dans une position inconfortable. Donc, ça me semble vraiment un temps très, très long. Et quand elle revient, voilà, je suis prête à ce qu'on m'enlève tout. Je demande innocemment, ça va, bébé va bien. Et en fait, je m'attends juste à ce qu'elle me réponde oui, oui, ça va. Mais c'est pas ce qu'elle me dit. Ok. Elle me dit, ah bah il a été un peu coquin. Bon, et ça, dans notre jargon, entre guillemets, ça veut dire que le bébé, il n'a pas eu le comportement qu'on attend de lui, en tout cas son cœur. Donc, soit il y a eu une décélération, son cœur a ralenti, soit il a accéléré fort pendant un temps donné. Donc là, en fait, bah, c'est un peu la douche froide. Je me dis, mince, je m'attendais pas à ça, quoi. Ok, À bon, cette réponse en plus, ouais. c'est ça. J'étais un peu. J'ai demandé tellement innocemment, je m'attendais juste à ce qu'elle me dise oui, je ne m'attendais pas à autre chose. Et je regardais pas du tout le monitoring pendant le temps où elle m'avait laissé, quoi. Donc elle me dit, bon, ben, on va de nouveau faire une surveillance pendant 30 minutes. Pareil, tu restes comme ça et puis on voit ce qu'il en est. Donc rebelote, 30 minutes toujours en salle d'examen, position très inconfortable. Où là, bah, du coup, je commence à être un peu anxieuse par rapport à mon bébé. Ouais. Je me dis, bon, est-ce que son cœur va bien? Est-ce qu'il va tenir le coup? Est-ce que tout va bien se passer? Voilà, du coup, je sors de ma bulle, je suis plus dans mon petit Oui. cocon tranquille, quoi. Et donc, quand elle revient me voir, elle me dit, bon, bah, ça va, tout va bien, le rythme va bien, on va te passer en salle d'accouchement, mais le médecin, il veut quand même que tu gardes ton monitoring en continu. D'accord. Je dis, bon, ok, bon, c'est pas trop ce que je voulais, mais ok, on y Ouais, va. la Donc, position, là, du coup, et je peux garder un monitoring en continu, mais en salle d'accouchement, je peux bouger en même temps. J'ai ok. plus de possibilités de me mouvoir par rapport à la position, etc., de la longueur des fils, la position de la salle Ouais. fait que même accroché au monitoring, on peut quand même être debout, bouger. Donc, je vais dans cette salle d'accouchement euh, et donc, je me mets sur le ballon. Mais du coup, je suis assise sur le ballon. Le monitoring est en face de moi. Donc, j'ai un visuel constant sur le cœur de mon bébé. Ce qui est un peu compliqué après pour pouvoir se recentrer, se remettre dans sa bulle, justement, même si on me met des lumières tamisées. Je suis sur le ballon, je bouge, mais j'ai ce monitoring qui est juste en face de moi.
Donc, je fixe un petit peu sur l'état de Ouais, mon bébé. Et puis, les heures passent. Et en fait, mon col ne bouge pas, quasiment pas. Je suis à 5 centimètres et en fait, ça avance pas. Mon bébé, il a toujours quelques petits ralentissements. Rien d'affolant qui fait qu'on se précipite à faire une césarienne, par exemple, mais quand même assez pour qu'on reste sous surveillance et que ça inquiète un petit peu l'équipe. Et en fait, moi, ça avance pas. A priori, il est en position postérieure, c'est-à-dire qu'il regarde vers le haut. Donc, c'est pas la position qui fait qu'il appuie sur le col pour le faire ouais. dilater. Donc, il n'y a pas de pression sur mon col. Du coup, ça n'avance pas, en fait, tout simplement. Et là, on vient me voir et on me propose de me poser une péridurale. Donc là, moi, je dis non, pas tout de C'est suite. c'est pas ce que Euh, je voulais. Pas ce que je voulais. Et puis, surtout que les contractions, elles sont gérables, en fait. J'ai pas... oui, c'est douloureux, mais je suis pas à un point où je me dis non, là, j'en peux plus, en fait. Donc, je dis, bah non, là, j'aimerais bien qu'on attende encore un peu. Pour moi, il n'y a pas d'urgence, quoi. Donc, on me dit, OK, mais bon, si on vient reparler, c'est que ce sera plus urgent. Faudra pas négocier, quoi, limite. On m'a Et dit tu ça un connaissais peu. toujours l'équipe à ce moment-là? Est-ce que c'était des gens qui te mettaient en confiance quand même? Oui, ben en fait, le médecin présent ce jour-là, donc c'est elle qui est venue me parler de la péridurale. J'étais assez rassurée quand je suis arrivée et que je l'ai vue parce que c'est quelqu'un de très compétent, en qui j'ai confiance dans les situations d'urgence, qui sait prendre des décisions claires Ok. et qui fait les choses très bien. Donc, je suis totalement en confiance. S'il m'arrive quelque chose, je sais que je suis bien tombée ce jour-là. Parce Ok. que je me dis, si ma vie est en danger, cette femme, elle sera compétente pour me sauver, quoi. Ouais, c'est ce qu'on demande en général, mais du coup, c'est bien de le savoir. Voilà. Mais voilà, c'est sûr que j'avais pas cette confiance-là en tous les médecins Ouais, avec qui je travaillais. Donc là, en l'occurrence, ce jour-là, j'étais quand même rassurée. La sage-femme, pareil, c'est quelqu'un avec qui je m'entends bien, que j'aime beaucoup. Euh, voilà, donc en soi, par rapport à l'équipe, y a rien de particulier. Mais c'est vrai que voilà, on commence à parler de cette péridurale en me disant, bah oui, on voudrait mettre de l'ocytocine de synthèse pour essayer de faire accélérer le travail. Donc, on me met cette ocytocine et moi, je dis que je veux pas tout de suite la péridurale. Donc, elles osent pas trop aller fort dans le dosage, on va dire, parce que c'est assez intense les contractions avec l'ocytocine. Donc, elles y vont doucement et puis bah, le travail, il avance toujours pas. Les heures passent, il se passe toujours rien. Donc, on revient me voir en fin d'après-midi vers 17h, quelque chose comme ça, et puis on me dit, bon, bah là, on pose la péridurale. Donc là, bah, c'est un peu la grosse douche froide parce que je me dis, bah, si un jour j'avais eu l'optique de prendre la péridurale, ça aurait été un choix de ma part parce que j'en peux plus, parce que oui, parce que le travail a beaucoup avancé, mais que du coup, t'es un peu plus au niveau des douleurs. voilà, c'est ça. J'étais pas non plus fermée à ça dans le sens où bah, j'avais jamais accouché et donc je me suis dit, je vais faire ce que je suis capable de faire, mais si jamais un Oui, jour, un moment, j'en peux plus, bah voilà, je demanderai la péridurale. J'étais pas non plus extrémiste dans mes pensées. Mais là, en fait, on me l'a imposé et pour moi, c'était pas du tout. Enfin voilà, j'étais pas à un stade où j'en c'était peux pas le plus. moment, oui. Voilà. Donc je l'ai très très mal vécu en fait. Ça a été vraiment difficile parce que je me suis sentie dépossédée de mon corps en fait. On me disait Ok, bah voilà, là c'est comme ça, on va t'immobiliser sur un lit et tu vas plus sentir tes jambes et on va attendre quoi. Donc, oui. ça a été très dur. Sur la pose de péridurale, j'ai complètement craqué. Et en fait, la sage-femme m'a posé une question pertinente. Elle m'a dit, mais est-ce que tu as peur de la péridurale? Et en fait, je me suis rendu compte que oui, ça me faisait peur. Ok, J'avais peur, j'avais peur notamment de la brèche. d'accord. La, la brèche, est-ce que j'explique rapidement ce que c'est ou... Pour les auditrices, je pense que ça peut être pas mal, oui. Ok, en fait, c'est le... Le cathéter péridurale, il est posé juste en avant de la moelle épinière. Et en fait, donc dans la moelle épinière, c'est là où se trouve le liquide céphalorachidien. Et en fait, s'il y a une aiguille qui vient perforer le canal qui se trouve juste en avant, ben, il y a du liquide céphalorachidien qui s'écoule par cette brèche, en fait. Et ça peut créer en fait d'énormes maux de tête, des vertiges, des nausées.
Mais c'est vraiment très handicapant pour avoir vu des femmes qui ont eu des brèches avec des gros maux de tête. Elles sont incapables de s'occuper de leur bébé, en fait. Elles peuvent pas se Oui. lever, elles peuvent pas bouger. Dès qu'elles bougent, elles ont la tête qui va exploser. Enfin, c'est vraiment très douloureux. Alors, c'est 1% des péridurales, mais Mais ça arrive, ouais. ça représente quand même 8500 femmes sur l'année. Donc, c'est quand même important et c'est quelque chose dont les anesthésistes ne parlent pas, en fait, de ce risque-là. Et voilà, moi, ça, c'est quelque chose qui me faisait très peur parce que j'avais peur d'être handicapée pour m'occuper de mon bébé par la suite. Et finalement, bah, la péridurale est posée. Puis là, je me retrouve donc assise en tailleur sur mon lit à attendre que le temps passe parce que je suis soulagée de mes contractions, mais du coup, j'ai plus à m'occuper d'elles, en fait, à les gérer. Ouais. Donc, j'attends juste que le temps passe. Et là, j'ai faim, j'ai très, très faim parce que comme j'ai plus mal, bah, j'avais pas mangé depuis Et oui. la veille. Le soir, j'avais vomi mon repas. Donc, depuis la veille à midi, j'avais pas mangé. Là, c'était 17 heures, j'avais super faim. Et évidemment, là, on me dit, bah Tu peux non, plus maintenant, manger? Et tu peux manger. oui. Voilà. Donc, ok, bon, je dis, ok, je peux plus manger, mais là, j'ai super faim. Donc, en fait, j'attends que le temps passe et bah, voilà, je me trouve complètement inutile et démunie parce que je me dis, bon, bah voilà, j'attends qu'il se passe quelque chose alors qu'on voit bien qu'il se passe rien depuis des heures et des heures. Et pour moi, je voyais pas en quoi la péridurale allait changer la donne, quoi. Donc voilà. Mais c'est plus, en fait, c'est plus pour l'équipe, pour se protéger au cas où il se passe quelque chose. Voilà. Donc après, on attend. Il y a de nouveau, il y a de temps en temps des ralentissements. Enfin voilà, le rythme du bébé est pas parfait. Et à 19 heures, il y a un changement d'équipe. À ce moment-là, on décide de vérifier en fait le cœur de mon bébé un peu plus précisément. C'est-à-dire qu'on pose une électrode de Stan sur sa tête. Ok. Cette électrode, en fait, c'est une sorte de petit ressort métallique qu'on met directement sur la tête du bébé en sous-cutané. Donc on passe par le vagin et on met cette petite électrode sur la tête du bébé. Euh, donc déjà, bon, ça, c'est pas agréable pour le bébé, hein. Si on vous dit le contraire, c'est qu'on pense encore que les nouveau-nés ne souffrent pas. Euh, on a démontré que c'était pas le cas. Donc voilà, on pose cette électrode à mon bébé et en fait, la première électrode ne fonctionne pas. Donc il faut en poser une deuxième. Super. Voilà. Donc on pose cette deuxième électrode et en fait, en tout, ça dure presque 1 heure, tout ça, où on n'arrête pas de mettre des mains dans mon vagin pour aller accéder à la tête de mon bébé. En fait, moi, j'en peux plus. J'ai l'impression que j'ai les lèvres en chou-fleur. Enfin, j'en peux plus. Je veux juste qu'on arrête de me toucher. Et là, en fait, je suis à la limite de dire à l'équipe, bon, c'est bon, maintenant, on va la faire, cette césarienne, parce que je sens que ça va virer comme ça, en fait. Ouais. Je vois l'issue et l'issue, je la vois déjà depuis plusieurs heures, depuis le moment où on a dit, bon, maintenant on pose la péridurale. Pour moi, c'était fini en fait. Ok. Je me disais, bon, bah là, c'est mort, je vais avoir une césarienne, quoi. Donc voilà, on ne me dit toujours pas ça. On me dit, non, mais on attend, on essaye des choses, on voit. Bon, moi, je sais un peu où tout ça mène. Voilà, elles se veulent rassurantes, mais en fait, je sais où ça mène. Et en fait, la sage-femme, donc, elle essaye d'enlever la première électrode qui captait pas. Et à ce moment-là, mon bébé fait à nouveau un gros ralentissement. Et donc là, la décision de césarienne est prise. On me dit, bon, ben là, maintenant, voilà, on a tout essayé, on a tout fait, faut partir en césarienne, quoi. Ok. Donc, à la fois, je suis pas surprise, mais bon, je suis quand même dévastée parce que bah, c'est à l'opposé de mon projet initial. Il y a quelque chose où j'ai de la chance quand même, le fait de travailler là-bas. Le médecin propose que mon mari assiste à la césarienne, ce qui Ok. normalement ne se fait pas en césarienne d'urgence. Normalement, c'est sur les césariennes programmées où le coparent peut venir, mais sur les césariennes d'urgence, ça se fait très très peu. Donc, je suis très soulagée. Je me dis, bon, au moins, j'ai un petit Moi, t'es pas avantage. toute seule. Voilà, j'ai un petit avantage de travailler ici. Je peux être accompagnée de mon mari. Donc, ça, c'est quand même une superbe chose. Je les remercie et tout ça. Donc, mon mari nous accompagne. J'arrive dans le bloc opératoire et là, je m'effondre complètement.
j'ai des spasmes, je pleure vraiment très fort. Et là, le médecin me fait comprendre qu'il va falloir que je me calme, sinon elle ne peut pas faire la césarienne parce que il y a trop de mouvements au niveau de mon ventre et tout ça. Donc, elle Ouais, me fait comprendre qu'il faut que je me calme. Et là, mon mari arrive, donc je serre très fort la main et j'arrive à souffler puis à me calmer. Et voilà, après, on me met donc les bras en croix, tel oui, Jésus-Christ. Voilà, pour la césarienne, on t'attache les bras, tu es encore plus dépossédé de ton corps. Alors, autant je le sentais déjà avec la péridurale, là, encore plus. En fait, je me sens pas du tout ouais. maîtresse de mon accouchement. Je me dis, c'est moi qui donne la vie, mais en fait, on va me retirer mon bébé de mon ventre et c'est tout, quoi. J'aurais rien fait. J'avais vraiment cette sensation-là voilà, je me suis sentie nulle, en plus d'avoir peur pour mon bébé, parce que bon, si on part en césarienne, c'est aussi que son cœur, ça fait plusieurs heures qu'il montre des signes de faiblesse. Donc j'étais quand même très inquiète aussi pour mon bébé. Et à la fois, je me dis, si vraiment l'urgence était vitale, on serait parti en césarienne beaucoup plus tôt. Donc voilà, je me dis, je mesure ma peur pour mon bébé quand même. Après, mon bébé né, on baisse le champ opératoire en me disant, ah, ben, tu veux le voir. Donc on baisse le champ opératoire. Mais moi, je suis tellement allongée sur le dos, Et oui, on redresse la tête, mais je vois absolument rien. Je n'aperçois même pas un bout de peau de mon bébé. ok. Je vois rien du tout. Mon mari, par contre, qui est assis à côté de moi, lui, voit très bien. Il a une vue aussi plongeante sur l'opération. Ça l'a J'allais dire un peu trop peut-être. c'est ça l'a un petit peu. Il en a reparlé pendant longtemps après. Il voit notre bébé et en fait là, il pleure pas et il l'emmène en salle de réanimation à côté, dans la salle juste à côté. Et là, mon mari, lui, il est déjà dans l'émotion, à me dire, ça y est, on est parents. Il est très ému. Et moi, je suis pas du tout encore dans cette optique-là. Je dis, attends, il n'a pas pleuré. Ah, ça va pas, ouais. Donc, en fait, je lui ai mis un petit peu un stop dans son émotion à dire, attends, il faut qu'on l'entende pleurer, là, on ne sait pas s'il va bien. Et il est dans la pièce à côté. Et d'un coup, j'entends un bébé pleurer, mais je sais qu'il y a une autre césarienne en même temps que moi, qui se fait vraiment en simultané. Évidemment, c'était un soir où il y avait beaucoup d'activités. Euh, Forcément. donc, voilà, forcément, voilà. Donc, il y a une autre dame, je sais qu'elle a une césarienne en même temps que moi. Donc, je ne sais pas si c'est son bébé ou Quatre le mien bébés que pleurent, j'entends. ouais. C'est ça. Parce que ben, quand tu n'as jamais entendu ton bébé pleurer, tu sais pas si c'est le tien. Et oui. Donc, j'entends un bébé pleurer. Je demande au médecin, est-ce que c'est le mien? Est-ce que c'est mon bébé qui pleure? Donc, elle essaye de regarder. Elle me dit oui. Je ne sais pas si elle sait vraiment si c'est lui ou pas. Oui, mais dans le doute, on va dire oui. Voilà, elle me rassure, elle me dit oui. Et puis quelques secondes après, il nous ramène notre bébé, donc il va bien, il a crié, voilà, il a juste besoin d'un petit coup de main au démarrage, mais a priori ça va. Donc il nous l'amène, et là on pleure tous les deux. Enfin, c'est le coup de foudre vraiment. C'est l'amour qui m'a transpercée. Ouais. C'était assez incroyable ce sentiment. Je sais que pas tout le monde le vit, mais vraiment, c'est moi en tout cas, ça a été mon cas. J'ai pleuré, mais comme un bébé. Non, pas comme un bébé, parce que les bébés, ça crie. J'ai pleuré comme un enfant, avec des gros sanglots, des grosses larmes. Enfin, c'était vraiment très, très émouvant ce moment. Et ensuite, bah, on ramène mon bébé dans une autre pièce parce que dans le bloc opératoire, il fait très froid. On ne peut pas trop garder les bébés à cet endroit. Et donc, mon mari s'apprête à aller faire du pot à pot avec lui, le temps qu'on finisse de s'occuper de moi. Et en fait, là, juste avant que mon mari parte, je sens couler en fait entre mes jambes. Et là, je lui dis, j'ai l'impression que je saigne. J'ai verbalisé ça, voilà. Du coup, je l'ai fait très peur. Je lui ai dit, j'ai l'impression que je saigne. Faut savoir que sur une césarienne, il y a beaucoup plus de risques hémorragiques que sur un accouchement voix basse. Sur un Oui. accouchement voix basse, c'est allez, 5 à 10% des naissances. Et on considère une hémorragie à partir de 500 millilitres de sang perdu sur une voix basse. Sur une césarienne, c'est 20 à 25% d'hémorragie. Et on considère une hémorragie partir d'un litre sur une césarienne. Donc, il y Ok. a quand même, les risques sont quand même beaucoup plus élevés sur une Ouais. césarienne d'urgence, en tout cas. Là, je dis les chiffres sur des césariennes d'urgence. Voilà, les chiffres sont plus élevés sur une césarienne d'urgence d'avoir une hémorragie. Donc, j'ai à nouveau cette peur avec mes angoisses de professionnelle, on va dire, où je sais des choses. Et là, je me dis, bon, je saigne, quoi. J'ai l'impression que je fais une hémorragie.
Et sur ce, on appelle mon mari, on lui dit, bah, viens faire du pot à pot. Donc mon mari s'en va et il part avec cette information-là que je lui ai donnée, où je lui dis, j'ai l'impression que je saigne. Et mon mari sort de la pièce et là, je demande au médecin, je dis, ça va, je saigne pas trop. Alors ça fait rire tout le monde parce qu'on me dit, ah, bah, habituellement, les femmes, elles posent pas ces questions. Ouais, forcément. Ben, moi, je la pose et en fait, on me dit non, non, ça va, il y a presque rien comme perte, tout va bien. Ok, donc moi, je suis rassurée, mais mon mari qui est de l'autre côté de la porte, il n'a pas entendu ça, il n'a Et pas oui, entendu la réponse. Donc en fait, il reste tout le temps où on referme mon ventre, etc., qu'on me prépare. Lui, il reste avec mon bébé, avec la peur que, de se dire, ouais, que ça se passe ben, mal. ouais, c'est ça. Il sait pas lui ce qui se passe parce qu'il n'y a pas des gens qui viennent l'informer au fur et à mesure, ce qui est normal. Il n'y a pas non plus, il y a peut-être une demi-heure qui s'écoule, même pas. Et voilà, on ne vient pas lui dire, vous inquiétez pas, tout va bien. Donc, euh, donc voilà. Et on sort de la salle, on se retrouve en salle de réveil. Avant d'aller en salle de réveil, on se retrouve tous les trois. Je fais du pot à pot. J'essaie de faire téter un peu mon bébé, mais il veut pas. Bon, voilà, rien de bien grave. On reste ensemble un petit moment et après, on m'emmène en salle de réveil. Euh, Là, mon mari donc repart avec mon bébé et j'arrive en salle de réveil, allongée sur mon lit. J'ai pas du tout le dos redressé. Je suis vraiment allongée à plat et on me met sous un néon que j'ai en fait juste au niveau de mes yeux. C'est-à-dire qu'on Ok, me positionne le lit, je suis face à un néon de bloc opératoire, hein, donc un ouais. truc, pas une lumière agréable du tout. Je me retrouve avec ça dans les yeux et on me laisse là et personne n'est présent dans la salle. C'était un soir où il y avait beaucoup d'activités, comme je t'ai dit, en salle d'accouchement. Et je pense, a priori, au bloc opératoire aussi. Et en fait, je me retrouve en salle de réveil où il n'y a personne, même pas une infirmière. Je suis seule dans cette pièce, les yeux rivés sur cette lumière. Et là, je me dis, non, mais si je me vide de mon sang, en fait, personne ne verra, quoi. Personne ne va me voir. Je suis encore Ouais. dans cette... Voilà. Et je me dis, non, mais là, il faut que je bouge, il faut que je m'active pour que quand on vienne me chercher, je sois prête à m'occuper de mon bébé, quoi. Je voulais pas me retrouver à être Mais tout rester le handicapée. moins longtemps possible, quoi. C'est ça. Donc, je commence à bouger mes jambes dans tous les sens, à essayer de m'activer. Et puis, en même temps, je suis tellement inconfortable, allongée sur le dos comme ça. J'essaie de me mettre sur le côté, mais pour l'instant, c'est impossible. En fait, dans la suite directe de la césarienne, c'est impossible. Et donc, voilà, il n'y a personne à qui je peux faire appel pour dire, bah, relevez-moi un peu, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, je reste 3 heures en salle de réveil comme ça, Toute euh, seule. toute seule. Euh, à un moment, il y a une personne qui passe, mais j'ose pas l'interpeller parce que je vois que ça doit être une infirmière. Je pense qu'elle est occupée à autre chose. Elle vient chercher quelque chose, elle repart. Voilà, c'est un passage, quoi. Donc, je me dis, bon, ben, ok. J'ose pas la déranger juste pour lui dire, excusez-moi, vous pouvez me relever la tête. Donc, je reste comme ça, dans cette position pendant 3 heures qui me semble interminable. Et enfin, une sage-femme vient s'occuper de moi, m'explique qu'il y avait beaucoup d'activités. Bon, ben, je l'avais compris. Et elle me ramène en chambre. Et donc là, je retrouve mon mari, mon bébé Oui, dans parce que la du coup, chambre. entre-temps, t'avais bien le temps de te réveiller, du coup, hein. Ah bah oui, oui, moi j'étais... Puis je pouvais pas dormir avec le néon dans la figure. Oui, non, je veux dire réveiller au moins J'arrivais le même corps. pas. Oui, oui, oui. Ah oui, j'avais bien bougé mes jambes, j'étais active. Et puis voilà, en plus, on m'a dit, ça va, t'as pu te reposer? Ben non, pas du tout, j'ai un néon dans la figure, je peux pas me reposer avec une lumière directe dans les yeux, c'est pas possible. Donc, j'arrivais pas à m'endormir. Et je suis remontée en chambre, c'était 1 heure du matin, mon bébé, il est né, c'était 21 heures. Ok, quand même. Voilà, donc j'ai passé donc, ces 3 heures en salle de réveil, je suis remontée à 1 heure du matin dans ma chambre. Et donc là, je retrouve mon mari. Et en fait, on décide de prévenir nos parents, juste nos parents, pour leur dire que le bébé était né. Donc mon mari, il appelle d'abord ses parents pour les avertir et puis il leur dit, ben voilà, bébé est né, tout va bien, mais Marine, c'est un peu plus compliqué parce que elle a eu une césarienne. Voilà, il rentre pas dans les détails, mais il dit Hmm. juste ça. Du coup, mes beaux-parents sont assez compréhensifs. Il dit, ah oui, bon, bah, remettez-vous bien. Puis voilà, bon, après, c'est 1 heure du matin, ils sont à moitié réveillés. Oui, ils ont eu la nouvelle, c'est bon. Voilà, c'est ça, ils sont au courant. Bon, voilà. Et après, on décide d'appeler ma mère aussi pour lui annoncer. Et bah,
on lui explique ça, en fait, elle demande à ce que mon mari s'isole et à ce qu'elle lui parle seule. Et en fait, ce que je savais pas à ce moment-là, ma sœur était enceinte, bon ça je le savais, mais ma sœur était enceinte de à peu près 3 ou 4 mois, je ne sais plus. Et en fait, il y avait une suspicion de trisomie 18 et donc il y avait une IMG qui était programmée, donc une interruption médicale de grossesse qui était programmée quelques jours après. Ok. Donc, elle vivait vraiment quelque chose de difficile et ma mère l'accompagnait là-dedans et moi et mon mari, on n'était pas au courant. Et quand mon mari l'appelle pour lui annoncer ça, ma mère a eu des mots très durs. Elle lui a dit, ouais, ben, va pas falloir qu'elle se plaigne d'avoir une césarienne non plus parce que ma fille, elle Ouais. vit aussi quelque chose de très dur. Donc, elle a eu ces mots-là et donc mon mari revient, je vois qu'il est pas Un bien, peu il a perturbé, ouais. ouais, il est perturbé, ben, parce que déjà il a appris pour ma sœur, alors que lui il a appelé pour annoncer la naissance de notre bébé, donc au niveau du Ouais. timing, c'était pas très opportun. Enfin voilà, et la réaction de ma mère l'a énormément choqué. Donc il revient dans la chambre, et puis bon, après on en parlera que quelques jours après. Et après, en fait, pendant mon séjour, je pleure beaucoup. Et en fait, les gens comprennent pas ma douleur. En fait, ils me disent, mais ton bébé, il va bien. Oui, mon bébé va bien, mais moi, je vais pas bien, en fait. Et ça, les gens, ils ne le comprennent pas. Ils comprennent pas que, que c'est pas parce que ton bébé va bien que toi, tu es obligé de te sentir bien. Je me suis sentie vraiment incomprise, même de la part de mes collègues. J'étais passée dans la case la femme qui avait un projet physio puis qui a fini en césarienne et qui est frustrée. Ouais. J'ai vraiment eu cette sensation-là. J'ai pas eu de visite de leur part, de mes collègues, alors que généralement, quand même, quand on a une collègue qui accouche, on lui rend visite, on vient voir son bébé, etc. Oui, bah oui. Et en fait, celles qui étaient au courant que j'avais une césarienne, en fait, je pense qu'elles avaient peut-être peur de se confronter au fait que je sois pas super épanouie et que voilà. Donc, je me suis sentie vraiment très peu soutenue. Il y a une ou deux personnes qui sont sorties du lot, qui sont venues m'écouter, qui m'ont parlé, etc. Et avec qui j'ai pu discuter. Mais voilà, je me suis sentie incomprise en fait, que ce soit par les personnes de ma famille, par le personnel. En Ouais. fait, voilà, personne comprenait. Mon mari me soutenait beaucoup, par contre, lui, il comprenait ce que je vivais. Mais voilà, les autres, c'était vraiment, bah, voilà. Quand j'ai annoncé aux gens que mon bébé était né, on me disait, bah, qu'est-ce qu'il y a, t'as pas l'air heureuse. Voilà, c'était des phrases un peu intenses, quoi. On me disait toujours l'important c'est que bébé aille bien. Oui, c'est ce qu'on dit généralement, mais en fait, si la mère va pas bien, le bébé il peut pas être à Oui, c'est 100%. sûr. Donc voilà, ça a été très compliqué. Le démarrage de mon allaitement, ça a été très compliqué aussi. Euh, je pense parce que ben voilà, j'avais un blocage psychologique qui fait aussi que j'ai une montée de lait très très tardive. Euh, je ressentais pas de douleur, par contre, de ma césarienne, douleur physique. Je pense que la douleur psychologique était tellement importante que j'ai eu aucune douleur au niveau de ma cicatrice. Ok. J'ai absolument aucun souvenir de ça. Ça a été vraiment occulté pour moi. J'ai eu aucune douleur le lendemain. Je marchais Ouais. sans problème. Enfin, voilà, je pense que j'étais tellement mal que je j'ai pas du tout ressenti de douleur de la césarienne, au moins ça. Oui, c'est déjà ça. Voilà. Et voilà, donc j'ai passé mon séjour en fait à pleurer. Il y a un soir, je me souviens, j'ai renvoyé mon mari chez nous. Je lui ai dit, écoute, va te reposer, moi ça va et tout. Et en fait, je l'ai fait partir pour pleurer. J'ai pleuré pendant 3 heures ce soir-là parce qu'en fait, je savais que s'il était là, bah, il allait vouloir me consoler, pour que j'arrête de Oui. pleurer. En fait, moi, j'avais juste besoin d'ouvrir les vannes et de ne pas m'arrêter. Sortir, ouais. C'est ça. Donc voilà, j'ai énormément pleuré. Et puis à la fois, après, ben, une fois que j'avais pleuré tout ce que j'ai pu, ben, il a fallu que je fasse bonne figure en fait pour les gens. Donc j'arrivais pas à cacher ma tristesse, c'était impossible à cacher, mais par contre, je l'exprimais plus. J'avais honte euh, d'exprimer mon mal-être parce que ben voilà, j'ai un bébé qui est en pleine santé, qui va bien. Donc pourquoi ça n'irait pas? Oui, c'est sûr. Ouais. Donc voilà, c'est un peu comme si
Tu sais, j'avais un peu l'impression, comme si l'accouchement physio, c'était un caprice auquel on n'avait pas cédé. Tu Oui, vois? Et oui, ça, t'étais la ça maman relou qui avait juste, qui était juste pas contente, quoi. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et qu'on comprenait pas qu'elle soit pas épanouie alors qu'elle a un bébé. Et en dehors de ça, le lien avec mon bébé, il s'est tout de suite fait. Comme je dis, j'ai eu le coup de foudre tout de suite quand je l'ai vu. Oui, Après, pendant mon séjour, je l'avais tout le temps contre moi. J'étais émue rien que de le regarder. Il n'y a pas eu du tout de rupture de lien avec mon bébé. Ça, pas du tout. J'étais très fusionnelle avec lui très vite. Et heureusement, ça n'a pas eu d'impact avec lui par rapport à ce que j'ai vécu. Donc voilà, après, je sors enfin de la maternité au bout de, je sais pas, 6 jours où j'ai enfin eu ma montée de lait. Et, ok, et après, après ça, mon allaitement s'est très bien passé, mais voilà, c'est le démarrage surtout compliqué. Et après, un mois et demi passe, et bon, ça va toujours pas. Et là, en fait, je rencontre, enfin, je discute avec une amie où elle me dit, non mais vas-y, je suis là, je comprends ce que tu vis, vide ton sac, vas-y, et dis-moi ce qui s'est passé. ok, Et euh, en fait, c'est la première qui m'a vraiment écoutée, où j'ai pu lui raconter tout de A à Z et où je me sentais comprise et écoutée. Et ouais. ça m'a fait vraiment du bien. Elle se reconnaîtra d'ailleurs si elle écoute, si elle écoute. Euh, et en fait, bah, j'ai beaucoup pleuré, encore une fois. Et en fait, j'ai compris que bah, j'avais l'impression que en fait, elle ressentait ce que je ressentais. Elle a eu aussi un accouchement compliqué. Et après, je ne vais pas raconter sa vie, mais voilà, elle a vécu aussi quelque chose de compliqué. Et du coup, je me suis dit, ah, mais en fait, je suis pas la seule à vivre ça. Ce que je ressens, c'est pas anormal. En fait, il y a d'autres femmes qui le ressentent. Et ça a un peu fait tilt dans ma tête. Je me suis dit, non, mais en fait, je suis pas seule dans ce cas, donc il y a des gens qui doivent traiter, entre guillemets, ces cas-là, et il faut que je voie une psy, quoi. Ouais, Donc, je fais appel à la psychologue de la maternité. En fait, le lendemain ou le surlendemain de mon accouchement, on m'avait proposé de la voir, j'avais dit oui. Elle était en congé à ce moment-là, et après, bah, le message a un peu passé aux oubliettes, et donc moi, je décide de la recontacter peut-être 2 mois après. Je la recontacte et je commence à faire un suivi avec elle. Où sur les premières séances, on parle de mon accouchement, tout ça. Elle me dit que ben, c'est légitime ce que je vis. Bon, très bien. Et puis après, en fait, ça dévie sur d'autres parties de ma vie, sur ma relation avec ma mère, des choses comme ça, mon enfance, un peu ce que les psychologues souvent font de retourner au trauma de l'enfance, on va dire. Et on reste pas en fait fixé sur la naissance de mon fils. J'arrive toujours pas à dire mon accouchement. ouais, Euh, c'est assez courant, ça, t'en fais pas. et, euh, et en fait, donc ça dure presque 6 mois où on se voit. Et ensuite, je reprends le travail mi-janvier. Donc, j'ai accouché début juillet. Je reprends le travail mi-janvier. Et à ce moment-là, ben, on arrête le suivi parce qu'elle me dit, bah, je pense que tu vas mieux. Et puis, en plus de ça, après, on redevient collègue. C'est un peu délicat de faire un suivi psychologue avec une collègue. Ah, ok, d'accord. C'était, ouais, c'était, ok. Et elle me dit, bah, moi, je trouve que tu vas mieux. Ça va aller. Bon, ça va aller, ok. 6 mois sont passés. Pour moi, c'est toujours douloureux. Je pense à ça du matin au soir. J'ai des Oui, tu sens que flashbacks. ça va pas, toi. Moi, je sens que ça va pas. Je sens que j'ai moins de difficultés à en parler, mais par contre, j'ai toujours quelque chose en moi qui va pas en fait. Donc bon, elle me dit que je vais mieux. Bon, je vais mieux. Donc je reprends le travail et bah, la première fois où je remets les pieds dans ma salle entre guillemets d'accouchement, la salle où j'ai fait mon travail, je m'effondre en fait. Je m'effondre complètement. J'ai plein d'images qui ressortent des moments de cette journée. Euh, En tête, j'ai les heures exactes de chaque chose qui s'est passée dans cette journée. À la minute près, je suis capable de dire, bah là, à cet instant, il s'est passé ça. Et ça me pop en fait devant les yeux. Voilà, ça me fait des flashs comme ça. Donc la première fois que je retourne dans cette salle, je m'effondre. Je repousse au plus tard le moment où je vais revoir le bloc opératoire, mais bon, à un moment, on y retourne quand même, hein. Donc pareil, c'est très difficile. Et en fait, personne ne me comprend. Personne ne me comprend. On dit, attends, t'as accouché il y a 7 mois. C'est bon maintenant. Enfin, voilà, le temps il est passé. Remets-toi, quoi.
c'est un peu ce que les gens me font Ouais, tu te comprendre. sens un peu seule en plein naufrage là pour le coup. Ah oui, oui, complètement, complètement. Puis je me dis, mais qu'est-ce qui va pas chez moi? Enfin, combien de temps je vais mettre à me remettre de ça, en fait? Je me dis, mais pourquoi ça prend autant de temps? Même moi, je comprends pas, en fait, pourquoi ça prend autant de temps. Et après, à un moment, en fait, je revois le médecin qui m'a fait ma césarienne et on décide de faire une sorte de débrief de mon accouchement où on reprend mon dossier d'accouchement avec la sage-femme qui était présente ce jour-là et où on refait tout le déroulé en fait de la journée. Parce que je me suis dit, si j'ai les réponses, si je sais exactement ce qui s'est passé, si je refais le fil, ça me permettra de comprendre et du coup d'aller mieux. Oui, Donc t'aurais les réponses à pourquoi, comment. voilà, c'est ça, sur ben, à cet instant, à ce moment-là, on a décidé ça. Pourquoi? Quels étaient vraiment les enjeux pour mon bébé? Parce que, ben oui, je savais qu'au niveau de son rythme, c'était pas parfait, mais j'étais dans mon travail et j'ai pas fait attention réellement à ce qui s'est passé pour mon bébé. Donc voilà, je voulais avoir des réponses en me disant, ben, peut-être que d'avoir les explications, ça me permettra d'aller mieux. Et la sage-femme qui est venue, en fait, elle a cru qu'en fait, j'étais un peu. Je voulais leur faire leur procès, à leur dire oui, pourquoi vous avez fait ça? Ouais, Je un peu voulais. sur la défensive pour elle. C'est ça, mais en fait, pas du tout. Et c'était très bienveillant de sa part, hein. C'était surtout elle voulait pas que je sois que je me sente mal et voilà parce que pour elle bah, ils avaient fait ce qu'ils pouvaient faire pour moi quoi et c'était pas du tout dans cette optique-là, c'était vraiment pour moi essayer de comprendre et en fait je suis ressortie de là sans plus de réponses. J'avais des réponses sur le déroulé de la journée mais en fait elles m'ont juste dit mais en fait il faut te pardonner, il faut que tu arrêtes de croire que c'est de ta faute ce qui s'est passé. Et c'est vrai que je remettais beaucoup de choses sur ma faute à me dire, ben, Ouais, la culpabilité d'avoir réussi à faire autrement. c'est ça. Et puis de me dire, ben, là, au moment où je suis arrivée, on m'a posé le monitoring, mon bébé il a eu un ralentissement, c'est ce qui fait qu'on l'a plus suivi après. Est-ce que si je serais arrivée à un autre moment où le monitoring était bon, on aurait moins fait un suivi et du coup, j'aurais pu plus être dans ma bulle. Enfin, tu vois, avec des si, des si, des si, Ah bah, on refait le monde, c'est sûr. Donc en fait, voilà, je me pose plein de questions en m'accusant moi, en me disant, ben moi, j'aurais pu faire autrement. Et bon, donc là, je comprends qu'il faut vraiment faire un travail sur moi. Donc je fais des recherches sur les psychologues qui font de l'EMDR. Donc l'EMDR, c'est, pour ceux qui connaissent pas, c'est une thérapie qui repose sur des mouvements oculaires ou d'autres stimulations bilatérales, comme des sons ou des tapotements, pour aider le cerveau à retraiter des souvenirs douloureux. Et donc moi, je fais appel à une psychologue qui fait de l'EMDR, ce qui n'était pas le cas de la psychologue de la maternité. Je fais appel à elle en lui expliquant ce qui se passe, etc. Et donc là, elle me dit, bah, ok, venez me voir. Et donc j'arrive, je lui explique ma situation. Et en fait, elle me dit, à la première séance où on se voit, elle me dit, mais Marine, vous avez un syndrome de stress post-traumatique. Et là, en fait, pour moi, c'est le choc parce que Ouais, ça te fait quoi d'entendre ça, du coup? Quelque chose qui est quand même assez gros, quoi. bah, c'est ça, en fait. Pour moi, les gens qui souffraient de stress post-traumatique, c'était les militaires qui revenaient de la guerre avec un membre en moins ou enfin, quelque chose vraiment d'horrible, quoi. Enfin, Ouais, un truc pas une incroyable, quoi. césarienne, c'est ça, pas une césarienne, quoi. Je me dis, mais en fait, ok, donc moi, je vis ça. Et en fait, ces flashbacks que j'avais tout le temps, c'est ça aussi qui lui a fait poser ce diagnostic-là. Et je me dis, ok, donc j'ai ça. Donc, c'est quelque chose qu'on peut soigner, en fait. Je me dis, OK, c'est pas le temps qui efface un syndrome de stress post-traumatique. Le temps, il fait rien, en fait, là-dessus, parce que le trauma, quand il est là, il est là. Et en fait, avec le MDR, ça permet de mettre un peu dans des cases les bons souvenirs, les mauvais souvenirs, on les met dans un tiroir et on va se concentrer sur quelque chose où on peut s'ancrer et s'accrocher
Enfin, c'est compliqué à expliquer comme ça, mais en tout cas, j'ai fait une séance avec elle où, ben, du coup, j'ai tout raconté. Donc, j'ai à nouveau pleuré pendant 2 heures. Elle me donnait, en fait, elle, sa technique, c'était des petites manettes que j'avais dans chaque main qui émettaient des vibrations. Un coup à gauche, un coup à droite, des fois les deux en même temps. Et en fait, c'est ça, ce mouvement bilatéral. Elle, c'était des vibrations. Voilà. Il y en a d'autres qui fonctionnent autrement. Elle, c'était ça. Et donc, je ressors de là ben, complètement vidée, Ouais, forcément. épuisée, épuisée, vidée, enfin voilà. Et en même temps, je me dis, ok, bon, on m'a dit que j'avais ça, que j'avais du stress post-traumatique, d'accord, mais des séances de psy, j'en ai déjà fait pendant 6 mois. Qu'est-ce que ça va changer, quoi? Enfin, je, je, je sais pas trop ce qui va changer. Et en fait, je la revois 3 semaines plus tard. Et la première chose que je lui dis quand je rentre dans son bureau, c'est magique votre truc. Parce qu'en fait, j'avais déjà, Ça t'avait vraiment aidé déjà dès le départ. c'est ça, mais en fait, sans vraiment que je m'en rende compte, j'y pensais plus du matin au soir, parce que avant, clairement, c'était la première chose au lever, c'était un flashback de cette journée. La dernière chose au coucher, c'était un flashback de cette journée. C'était vraiment une pensée que j'avais tout au long de ma journée, du matin au soir. Et en fait, là, j'y pensais plus tout le temps, et les flashbacks avaient énormément diminué. Donc déjà, je me sentais beaucoup mieux après juste une séance. Je me suis dit, waouh, c'est vraiment incroyable, vraiment incroyable. Ouais, Et, forcément, dit comme ça, faut tester à tout prix. c'est ça, c'est ça. Mais vraiment, moi, je le conseille vraiment à tout le monde de trouver son professionnel qui l'aide parce que vraiment, pour moi, ça a été magique, quoi. J'ai l'impression qu'elle avait une baguette magique et qu'elle m'avait dit, allez, on t'enlève tout ce poids, quoi. Et en tout, j'ai fait 3 séances avec elle. Oui, c'est assez court quand même. C'est hyper court. En fait, sur moi, ça a énormément marché. Je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde comme ça, mais en tout cas, moi, j'ai fait 3 séances avec elle d'une heure à peu près, 1 heure ou 1 heure et demie, je ne sais plus exactement. Mais en 3 séances, ce stress post-traumatique, c'était devenu un mauvais souvenir. Tu vois, si tu veux, pour moi, cette journée-là, bah, c'est triste à dire parce que la naissance de son enfant, généralement, on dit que c'est le plus beau jour de sa vie. Bon, c'est pas le cas. Ouais, ça c'est une vaste blague quand même, hein. Il y a un Voilà. moment, il faut arrêter aussi, hein. Enfin, c'est la rencontre est un moment magique et sûrement le plus beau jour de sa vie, mais l'accouchement en lui-même, je vais pas dire rarement parce que je sais pas, mais c'est quand même pas très souvent le cas, quoi. Ouais, c'est ça, non, mais c'est la plus belle rencontre de ma vie, mais par contre, c'est pas du tout le plus beau jour de ma vie, ça c'est sûr. Mais voilà, ça reste un trauma parce que, bah, mais j'ai plus ce stress par rapport à ce trauma. Ça reste, maintenant, je l'ai mis dans la case souvenir. Et ça reste dans cette case. Et voilà. Et ça, en 3 séances, enfin, je vends du rêve, mais franchement, pour moi, ça a été vraiment magique. Et je souhaite à tout le monde de trouver un professionnel qui soit capable de faire ça. Parce que, ben voilà, j'ai eu 6 mois de suivi avec une psy qui ont absolument rien changé. Et là, en 3 séances, ben en fait, on m'avait posé un diagnostic et on m'avait soigné par rapport à ça, quoi. Donc, voilà, j'ai été vraiment très impressionnée que ça marche comme ça. Et vraiment, ça a changé ma vie. J'ai regretté de ne pas l'avoir fait plus tôt. Mais en même temps, je savais pas que j'avais ça. Je ne savais pas que le temps n'effacerait pas Enfin, ce ça, choc. c'est souvent ce qu'on dit, quoi. C'est ça va passer, tu vas oublier, tout ça, alors que pas forcément, et au contraire, quoi. Là, je pense que le temps faisait qu'empirer les choses. C'est ça, ben, la psy, elle m'a dit elle m'a clairement dit, vous auriez pu revenir dans 2 ans, vous auriez été dans le même état. Enfin, quand ça fait un choc comme ça dans son esprit, ben en fait, c'est pas le temps qui arrange les choses. Le temps qui arrange les choses, c'est sur des peines, mais pas sur des chocs qui arrivent comme ça. Pour moi, ça a Oui, été pas vraiment, des traumatismes, quoi. c'est ça. Et les traumatismes, en fait, ce qu'elle m'a aussi beaucoup fait comprendre, c'est que, parce que comme je disais, pour moi, le stress post-traumatique, c'était pour des choses vraiment plus horribles que ce que j'avais vécu. Et en fait, elle m'a fait comprendre que euh, notre douleur, en fait, elle est entendable
et elle est légitime. Et en fait, c'est pas parce qu'il y a des gens qui vivent des choses plus dures que toi, t'as pas le droit de ressentir ce que tu ressens, en fait. Et ça m'a fait un bien fou parce que oui, il y a plein de gens qui vivent des choses horribles à côté. Et voilà, et ben, par exemple, la phrase que ma mère a dit, oui, bah, faut pas falloir qu'elle se plaigne de sa césarienne parce que ce qu'une autre personne vit, c'est plus horrible. Oui, mais je m'en plains quand même parce que moi, ça va pas. Et puis Et chacun voilà, son échelle, hein, au final. exactement. Exactement. Et au final, ma sœur a eu sa fille qui va très bien aujourd'hui. Pour Ah, ça info. c'est la bonne nouvelle Finalement, quand même. voilà, elle a pas du tout eu son IMG. C'était une fausse alerte, entre guillemets. Donc, voilà, tout s'est bien terminé pour elle. Et, euh, et voilà, donc ça m'a fait comprendre que oui, je pouvais exprimer une douleur, même si des gens vivent des choses plus dures, bah, chacun a son ressenti. Moi, ce que j'ai vécu, une autre personne qui le vit, ça se trouve, ne le ressentira pas du tout pareil que moi, parce que bah, dans mon cas, je suis pas la seule, hein. Il y en a plein qui vivent ce que j'ai vécu. Pour autant, il n'y a pas tout le monde qui ressort de là avec un choc, un syndrome de stress post-traumatique, pardon. Et une personne qui veut, par exemple, accoucher avec une péridurale, qui arrive et qui accouche sans péridurale parce qu'elle n'a pas le temps, elle peut être complètement traumatisée de son accouchement aussi et avoir un stress post-traumatique suite à ça. Enfin, c'est pas du tout lié à Oui, à ce c'est qui pas est la arrivé. césarienne en soi, c'est le choc de ce qui s'est passé. Ça aurait pu être tout et n'importe quoi, tant que ça te choque, forcément. Exactement, ouais. Mm. Ok, ouais, un très beau témoignage et ouais, une très belle leçon. Et du coup, si tu avais un message à faire passer, bon, je crois que tu l'as déjà plus ou moins fait passer, mais à faire passer à toutes ces mamans qui, bah voilà, là, elles t'écoutent et elles se sentent pas bien parce que ça fait 2 jours, 3 semaines, un an qu'elles ont accouché et qu'elles se rendent compte qu'elles ont du mal, vraiment beaucoup de mal à digérer l'accouchement et que c'est pas, et qu'on a beau leur dire c'est pas ta faute, ça passe pas. Ben, je pense que c'est important de se faire aider par un professionnel. Que même si on a un entourage qui nous écoute, et parfois c'est pas le cas, moi j'ai eu un mari qui m'a beaucoup soutenue, mais c'est sûr qu'au bout de 6 mois, 8 mois, il commençait lui aussi à se poser des questions, à se dire mais pourquoi ça va pas mieux? Donc même quand on a un entourage qui est soutenant, ça suffit pas. Quand on a vraiment un mal-être, il faut vraiment aller se faire aider par un professionnel et trouver le bon professionnel qui nous correspond. Moi, j'ai trouvé la personne qui m'a correspondu. J'ai trouvé cette femme, j'en ai pas contacté 10 des psychologues qui faisaient de l'EMDR, j'ai contacté celle-ci et ça a matché. Mais si ça fonctionne pas, comme ça a été le cas avec la première psychologue que j'ai vue, ben, en fait, il faut arrêter. Il faut arrêter les frais et aller voir quelqu'un d'autre parce que si ça fonctionne pas, c'est que c'est pas la personne qu'il vous faut. Et c'est pas parce que c'est un professionnel que ça va être le bon professionnel pour vous. Donc, c'est important de trouver le professionnel qui nous parle et qui saura, en fait, nous aider. Et voilà, je pense que c'est ça le plus important, c'est de se faire aider et de légitimer ce qu'on ressent et ne pas vouloir l'effacer, l'enfouir au fond de soi-même en se disant d'autres qui vivent des choses plus horribles, mon bébé va bien, c'est tout ce qui compte. Non, en fait, ce qui compte, c'est aussi de se sentir bien et pour ça, il faut se faire aider. Ouais, un très beau message. Et puis, et l'UMDR, ça marche pas trop mal du coup. Pour moi, en tout cas, ça a bien marché. Et est-ce que tu dirais que c'est que oula, que c'est cette expérience qui t'a fait un peu changer de carrière ou pas forcément du tout? Alors, non, pas forcément, parce qu'en fait, j'avais déjà des projets en tête. Après, au fond de moi, je suis toujours auxiliaire de puériculture, hein. J'aimais beaucoup ce que je faisais à la maternité, accompagner les mamans lors de la naissance, des premiers jours de vie de bébé. C'était quelque chose que j'aimais beaucoup faire. C'est simplement qu'on a eu un projet familial différent. On a eu le projet de partir vivre au Québec. Et actuellement, je vis à Montréal. Et en fait, il n'y a pas d'auxiliaire de puériculture à Montréal. C'est tout à fait autre chose. Donc là, Ok, je suis devenue accompagnante périnatale dans un centre communautaire. En fait, donc j'aide des femmes immigrées qui sont enceintes.
Donc voilà, c'est très plaisant pour moi, mais si demain je devais retourner en France, je ne sais pas si je pourrais faire ce métier-là à 100% parce que accompagnante périnatale en France, c'est très compliqué. C'est être auto-entrepreneur, donc c'est beaucoup d'investissement personnel, de temps, de charges aussi, de taxes et compagnie. Donc c'est très compliqué d'avoir une stabilité financière et personnelle. Donc, je pense que si demain je devais retourner en France, je suis pas sûre que je pourrais faire ça à temps plein. Ok, oui, je n'étais pas du tout au courant que c'était aussi différent du coup, mais c'est très bien. Et ben en tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec moi, avec les auditrices. C'est un épisode très intéressant et je pense que Ouais. ça pourra aider beaucoup de personnes parce que parfois on se sent mal et on n'arrive pas à comprendre et parfois on n'arrive même pas à verbaliser en fait que bah, ça va pas. Effectivement, bébé va bien, effectivement sur le plan médical tout va bien, mais on a du Mm. mal à digérer. Donc merci beaucoup d'avoir partagé tout ça. Ben, avec plaisir. J'espère que ça pourra aider. Si, voilà. Si jamais vous écoutez ce podcast et que vous vous sentez pas bien, allez vous faire aider. Vous êtes légitime de ressentir ce que vous ressentez. Très belle conclusion. Bah, merci beaucoup à toi en tout cas. Avec plaisir. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu ou si le podcast de manière générale te plaît, n'hésite pas à me laisser une petite note sur ton application d'écoute préférée. 5 étoiles, ce serait l'idéal. Et pour découvrir d'autres histoires aussi passionnantes qu'intéressantes, rendez-vous mercredi prochain. À très vite!